Il est 13 heures. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le pont de Cocody, ou le 5e pont d'Abidjan, inauguré ce samedi 12 août par le chef de l'État Alassane Ouattara, long de 630 mètres et il culmine à 108 mètres de hauteur. Il est baptisé pont Alassane Ouattara. Le chef de l'État a déclaré officiellement l'ouverture de ce pont à la circulation. Ce pont permettra d'améliorer la fluidité routière dans la capitale économique. En économie, le projet d'appui à la mise en œuvre de l'accord partenariat économique APE propose une codification qui assure la transition fiscale entre les douanes et les impôts. En quoi consiste cette codification et pour quel objectif à suivre? Les précisions de notre reporter Léon Brou dans cette édition. Dans l'actualité internationale, les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO devaient se retrouver ce samedi à Accra pour travailler sur la réactivation et le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO au Niger. La réunion est finalement reportée pour des raisons techniques. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous, merci de nous suivre. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration du pont de Cocody, ou le 5e pont d'Abidjan, ce samedi 12 août, long de 630 mètres. Ce 5e pont d'Abidjan relie les communes de Cocody et du Plateau. Baptisé pont Alassane Ouattara, il permettra d'améliorer la fluidité routière dans la capitale économique. 19 haubans, 11 sur la partie principale et 8 du côté de Cocody soutiennent l'ouvrage. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du chef de l'État à cette cérémonie d'inauguration du 5e pont d'Abidjan. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers Abidjanaises, chers Abidjanais, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus à passer un temps incalculable entre le plateau et Cocody. En seulement 5 minutes, vous relierez les deux communes à partir de ce pont. En effet, ce pont va décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire et accueillir un trafic journalier de 50 000 véhicules. C'est donc un ouvrage d'utilité, de confort, de qualité, qui s'inscrit dans notre politique constante de décongestionnement et de développement de la ville d'Abidjan. Le développement des infrastructures va se renforcer avec l'ouverture très prochaine du pont Yokubon-Atekoubé, plateau, et de l'autoroute de contournement, qui s'appelle l'autoroute Y4, du doublement de la route de Dabou jusqu'au carrefour Jacquesville, du doublement de la route de la prison civile jusqu'au péage de Thomaset, du prolongement du boulevard Latry et de la finalisation de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, ainsi que celui de la mairie d'Abobo. En somme, ce sont plus de 200 km de voirie et plusieurs ponts et échangeurs qui ont été réalisés dans le Grand Abidjan, afin d'y faciliter les conditions de déplacement des populations et par conséquent de renforcer leur confort. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les travaux du 5e pont d'Abidjan ont été lancés par le Premier ministre d'alors, Amadou Gon Coulibaly, en mars 2019. Retour sur les temps forts de la construction de ce chantier titanesque, aujourd'hui achevé, avec notre reporter Mahama Traoré. 22 mars 2019, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance le premier coup de pelle du 5e pont d'Abidjan. Selon la maquette projetée, ce sera un pont à haubans perché au-dessus du chenal de la baie de Cocody, censé fluidifier le trafic entre les communes du Plateau et de Cocody. Après le lancement des travaux, il faudra plusieurs mois à l'entreprise chinoise chargée d'exécuter le chantier pour s'installer. Contre toute attente, survient la pandémie de Covid fin 2019, ce qui va ralentir les travaux dans cette phase initiale. À la date du 16 décembre 2020, le chantier n'en est qu'aux travaux préliminaires de la fondation du pylône. Les ouvriers procèdent notamment au ferraillage de la semelle qui aura une hauteur de 5 mètres, c'est-à-dire le niveau supérieur de la fondation du pylône qui repose sur des pieux déjà établis jusqu'à 80 mètres de profondeur sous le sol de la baie de Cocody. Peu à peu,
le chantier atteint sa vitesse de croisière. Novembre 2021, c'est au tour des piles de l'ouvrage de se dresser de part et d'autre de la baie. Sept mois plus tard, juillet 2022, c'est la pose des tabliers métalliques importés de Chine et assemblés sur place. Le pylône, lui, a déjà pris forme et s'achemine vers sa cime. Une date à retenir, le 9 décembre 2022, experts et ouvriers fixent enfin le premier auban sur le sommet du pylône. S'enchaînent les 18 autres dans les semaines qui suivent jusqu'à février 2023. Cette étape précède le bitumage de la chaussée et les œuvres de finition entre février et juin 2023. Pour bâtir cet ouvrage titanesque, il a fallu utiliser 8000 tonnes de fer et 63 000 mètres cubes de béton durant 4 années. Et le pont est achevé pour le grand bonheur des populations. Toujours dans l'actualité nationale, les compositions au concours administratif de la session 2023 ont démarré ce samedi 12 août sur l'ensemble du territoire. Plus de 122 000 candidatures pour 563 concours ouverts. 10 villes ont été choisies pour abriter les 294 centres. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a visité le centre du lycée classique d'Abidjan pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves. Anne-Désirée Ouloto insiste sur la transparence et la rigueur. Seul le mérite prime, a-t-elle rassuré. Les candidats ont été invités à faire preuve de responsabilité en évitant la tricherie et les pratiques illicites. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. La ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé à l'inauguration de 12 salles de classe construites par le conseil municipal de Soubré pour un montant de 500 millions de francs CFA. Mariatou Koné s'est réjoui de l'honneur que lui a fait toute la région de l'Anawa en donnant son nom à l'une des écoles primaires de la commune. Sam Conan. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, dans la commune de Soubré pour inaugurer 12 salles de classe construites par le conseil municipal. Comme ici à l'école primaire publique Soubré Hôpital. Coût global des travaux de construction, 495 millions de francs CFA. L'école est une priorité pour nous, donc il fallait construire beaucoup d'écoles, beaucoup de bâtiments. Au total, nous avons construit 18, nous donnons 12 ce jour au ministère de l'Éducation nationale. Nous voulons mettre nos enfants dans de très bonnes conditions. Dans sa volonté de rapprocher l'école des populations, le conseil municipal a également construit un bâtiment de 3 classes avec bureau des directeurs et des latrines à l'EPP Petit Boundiali. Cette école porte désormais le nom de la ministre Mariatou Koné, maire de Boundiali. L'école est une préoccupation des plus importantes ici dans l'Anawa. Donc nous remercions Madame la ministre d'avoir pu faire le déplacement pour l'inauguration de cette école qui porte son nom, ici à Petit Boundiali. Je suis heureuse de me retrouver dans l'Anawa. Merci à monsieur le maire de la commune de Soubré qui m'a honoré en dédiant une école à Mariatou Koné, donc EPP Mariatou Koné. Et le symbole est d'autant plus important que l'école est construite dans un village qui s'appelle Petit Boundiali. Et comme je suis de Boundiali, vous imaginez ma joie. Donc merci à monsieur le maire, merci au président du conseil régional et puis merci à toute la population de l'Anawa. Voilà, c'est vive l'école ivoirienne. La ministre Mariatou Koné a offert 75 tables bancs, du matériel de bureau, du matériel informatique et des équipements sportifs à la direction régionale de l'éducation nationale de l'Anawa. Le prix national d'excellence initié par le chef de l'État, Alassane Ouattara, se donne pour objectif de récompenser l'effort des citoyens qui excellent dans leur domaine d'activité. En prélude au prix d'excellence à édition 2023, nos reporters ont choisi de regarder à l'impact que ces prix ont pu avoir sur le quotidien de 2 anciens lauréats, le professeur Serge Éolier, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville, et Roger Bango, styliste. Reportage. Le temps ne s'arrête pas au service des maladies infectieuses et tropicales Smith du CHU de Trècheville. Le personnel dévoué à la tâche est aux petits soins des malades. Le chef de service coordonne tout à la minute près. Ce travail minutieux a retenu l'attention du jury du prix national d'excellence.
Le SMIT a été primé meilleur établissement sanitaire en 2022. Nous avons reçu énormément de patients, près de 2000 patients atteints de Covid, avec une mortalité relativement faible pour une mortalité hospitalière. Mais dans le cadre de cette épidémie, la récompense collective pour moi est essentielle. Un an après, le personnel honoré maintient le cap. Ce prix aussi nous a amenés à redoubler d'efforts pour mériter la reconnaissance de la nation. Et cet accompagnement nous permet de répondre aux défis de la prise en charge des maladies infectieuses et de riposte aux épidémies. Le travail acharné, assidu, fait partie du quotidien du professeur Serge Éolier. Il a obtenu en 2016 le prix du meilleur cadre supérieur de la santé. Le SMIT qu'il dirige accueille 200 patients en hospitalisation par an et 400 en ambulatoire. L'excellence reste le credo du SMIT et sa notoriété ne fait aucun doute. Tous les autres services aussi qui pourront avoir ce prix doivent répondre aux défis de l'excellence dans le système de santé publique. Parce que le système de santé publique est parfois décrié. Et je dis à tort, parce que nous faisons un travail extraordinaire. Le prix national d'excellence 2022 a récompensé au total 97 lauréats. Parmi eux, Roger Bango, styliste. J'ai été surpris quand même d'être retenu pour la deuxième fois comme prix d'excellence de Côte d'Ivoire. Ça m'a donné encore du travail, ça m'a donné de comprendre que notre gouvernement a les yeux sur nous, qui regarde toujours ce qu'on fait. Un prix qu'il a propulsé, ce styliste employait avant 2022 environ 25 couturiers. Aujourd'hui, grâce à ce prix, il a à sa charge 60 salariés et ses affaires prospèrent. Ça nous donne beaucoup plus de commandes vis-à-vis des entreprises qui nous ont confié de plus en plus des marchés. Donc tout de suite, ça a boosté l'activité. Ça nous a donné en tout cas de pouvoir recruter des gens et de pouvoir continuer à exceller dans notre domaine d'activité. Roger Kofi Bango a aussi obtenu le prix du meilleur entrepreneur en 2019. Le styliste modéliste Roger Bango et professeur Serge Éolier, ces deux lauréats du prix d'excellence, restent des modèles du travail bien fait. Un reportage de Grace Kando sur initiative du Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. 80 gestionnaires de formation, membres de la communauté des ressources humaines de Côte d'Ivoire, ont été formés à Grand-Bassam sur le dispositif de gestion des plans de formation en ligne. Objectif de cette séance de formation, permettre à ces gestionnaires de formation de maîtriser et de s'approprier le dispositif de gestion des plans de formation en ligne. Jean-Marc Djadji. 80 gestionnaires de formation, membres de la communauté des ressources humaines de Côte d'Ivoire, réunis à Grand-Bassam à l'initiative du FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle. Une séance d'information et de communication visant à instruire ces derniers sur le dispositif de gestion des plans de formation en ligne du FDFP. À la suite de la mise en service de cette plateforme, l'objectif suivant est que les entreprises puissent s'en approprier et en faire le mode de transmission des dossiers de demande de financement de formation au FDFP. Toutes ces actions indiquent clairement le respect des engagements du FDFP vis-à-vis de la communauté RH, à savoir de les accompagner dans le renforcement et le développement des compétences de leurs membres. Des moments d'échange jugés instructifs par les participants. Je pense que cette formation-là, qui a été hyper pratique, a totalement répondu à nos attentes. Nous tenons encore à remercier, n'est-ce pas, le FDFP, et nous remercions aussi tous les gestionnaires des ressources humaines qui ont bien voulu prendre de leur temps pour participer à cette formation. Cette année, plusieurs formations ont été initiées par le FDFP en faveur de la communauté des ressources humaines de Côte d'Ivoire, notamment l'agrément d'un projet de formation financé à plus de 62 millions de francs CFA portant sur le renforcement des capacités de 120 gestionnaires des ressources humaines venant de 60 entreprises. À Bouaké, les leaders de jeunesse ont vu leurs compétences en communication renforcées au cours de masterclass au campus 2 de l'université Alassane Ouattara, une activité initiée par les anciens boursiers du gouvernement américain dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Reportage signé Boubacar Silla, commenté pour vous par Soro Corona. Un masterclass au profit des leaders de jeunesse du département du Bouaké à l'université Alassane Ouattara. Une séance de renforcement de capacité des leaders de jeunesse pour une communication en temps de crise.
Dans une approche participative, le formateur demande au président de jeunesse à tenir des propos courtois et rassembleurs afin de garantir un environnement propice au développement de leur localité. J'ai retenu qu'un leader doit être celui-là qui doit avoir une bonne capacité en communication. Il doit être celui-là qui doit savoir s'exprimer à ses membres. Il doit avoir la capacité à retenir le message, à faire comprendre le message à ses membres. Notre rôle en tant que leader de jeunesse au niveau de la région de Becker, c'est de travailler avec les leaders de jeunesse de sorte que nous ayons des jeunes responsables bien formés qui travaillent dans la vision du chef de l'État. Et il est important pour nous de leur montrer en tout cas les rudiments pour que ces jeunes d'ici 5-10 ans puissent occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux. Nguessan François Mbra II exhorte les jeunes à être des acteurs de sensibilisation à la paix et à la cohésion avant, pendant et après les élections locales à venir. Il faut apprendre aux leaders d'organisation comment communiquer de façon efficiente de sorte à impacter positivement la communauté. Une fois que les communautés sont impactées positivement, votre exemple va servir à d'autres communautés pour pouvoir contribuer au développement. Ce masterclass qui se tient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse est une initiative des anciens boursiers du gouvernement américain. Leadership organisationnel et comment renforcer ses compétences en communication. C'est le thème de ce masterclass. Célébré le 12 août chaque année, la Journée internationale de la jeunesse vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques de la jeunesse ainsi que mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui. Et loin du campus universitaire de Bouaké, prenons ensemble la direction d'Assini sur initiative du maire d'Assini, localité située dans le département d'Adiaké, région du Sud-Comoué. Le lancement du programme intégré d'insertion socio-professionnelle s'est tenu dans la commune, à cela afin de faciliter la formation et l'insertion professionnelle de la jeunesse d'Assini. C'est ce que nous dit Jean-Marc Tchadji. La jeunesse de la commune d'Assini est promue à l'occasion du lancement du programme intégré d'insertion socio-professionnelle. Les jeunes filles et garçons de cette localité balnéaire reçoivent des prises en charge afin de booster leur formation dans 10 secteurs d'activité. La pâtisserie, la restauration, la production agroalimentaire sont entre autres les métiers les plus prisés. Une initiative du maire Hippolyte Ibaniché qui ne laisse pas les jeunes indifférents. Je suis contente pour cette occasion que le maire m'a donnée de pouvoir participer à cette formation. Hippolyte Ibaniché et ses partenaires s'engagent à contribuer à long terme à l'autonomisation des jeunes de la localité. Et nous sommes là pour soutenir cette initiative que M. le maire a prise. On compte pour toutes les populations, tous les jeunes et les jeunes d'Assini seront bien satisfaits de ce qui les attend. Le plus gros employeur de la commune d'Assini, ce sont les hôteliers. Et c'est pour ça que aussi nous avons associé les hôteliers à notre opération qui sont en quête de main-d'œuvre locale qualifiée. Et c'est ce processus-là que nous allons mener. Les offres d'insertion professionnelle pour la jeunesse d'Assini sont reparties en 3 volets, à savoir la formation, l'autonomisation de la femme et l'accompagnement post-formation en technique et en finance. En économie, cette question, comment les exonérations douanières peuvent efficacement impacter les populations, la croissance et le budget de l'État. Le projet d'appui à la mise en œuvre de l'accord partenariat économique APE propose une codification qui assure la transition fiscale entre les douanes et les impôts. Le PAPE est en mission à cet effet. Léon Brou nous en parle. Des produits et services européens pénètrent le marché ivoirien sans droit de douane et vice-versa. C'est dans le cadre de l'accord de partenariat économique intermédiaire pour préserver les exportations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire par la levée de barrières tarifaires. 1155 en Côte d'Ivoire jusqu'en 2022, l'équivalent pour la même année d'un manque à gagner de 500 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Certes, il y a un travail qui est fait au niveau de l'évaluation des impacts socio-économiques, mais c'est un travail un peu embryonnaire. Ce faible impact des exonérations fiscales et douanières sur la croissance économique et les populations
faute d'outils fiables d'évaluation selon le projet d'appui à la mise en œuvre de l'APE intermédiaire. La présente mission va donc peser les 1150 positions tarifaires visées cette année et seront dégagés les effets de leur levée sur les exportations, les investissements, les emplois et l'assiette fiscale. Nous allons enlever en fait les droits de douane sur des équipements qui doivent pouvoir être utilisés par les entreprises pour produire. Et en faisant, nous pensons que ces entreprises peuvent élargir leur assiette fiscale et couvrir justement les pertes qu'on pourrait donc éventuellement engranger au niveau donc des frontières. Lorsque l'État se départit ou bien ne gagne pas, n'est-ce pas, de l'argent parce qu'il doit l'accord des exonérations, est-ce que cela est efficace pour les populations au plan social, au plan économique? Voici un peu toute la problématique, n'est-ce pas, qui est posée. Et donc c'est des indicateurs qui vont donc nous permettre d'avoir un outil d'aide à la décision pour trouver les bonnes exonérations les plus efficaces. Cette codification, en réalité, une transition qui évite la fraude et l'évacuation pour élargir l'assiette fiscale. De quoi permettre l'atteinte des objectifs de l'APE intérimaire, cet accord entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour soutenir la croissance. Un plan stratégique 2023-2026 pour aider les enfants en difficulté a été présenté au cours de la première rentrée solennelle du Forum des ONG et associations d'aide à l'enfant en difficulté. Un plan présenté aux partenaires de l'ONG, c'était mardi dernier dans la commune de Cocody. Generosa Quadio et Jean-Marc Djeji. Faciliter la coordination des actions entre ses membres et présenter son plan stratégique 2022-2026 à ses partenaires dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'enfant. C'est l'objectif de cette première entrée solennelle du Forum des ONG et associations d'aide à l'enfant en difficulté. Il faut outiller ces parents pour qu'ils soient auteurs des droits des enfants. Donc on va les former. Il faut pouvoir donner la confiance en l'enfant. Donc il faut former et renforcer effectivement, efficacement nos acteurs pour pouvoir leur permettre d'intervenir efficacement auprès des enfants. Nous avons donc installé des clubs EDACI dans les écoles qui permet effectivement de sensibiliser les enfants sur leurs droits. Et ça leur permet effectivement de se concentrer à l'école. La lutte pour le bien-être de l'enfant est une priorité dans la politique du gouvernement. Le Forum des ONG est l'un de nos partenaires stratégiques de confiance et de longue date. Il est de notre devoir de soutenir ces actions, de soutenir ces organisations-là qui mettent en œuvre tout ce qui concourt au bien-être des enfants sur le terrain. Réseau ivoirien de protection, de promotion et de défense des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, le Forum des ONG et associations d'aide à l'enfant en difficulté est composé de 70 organisations actives. L'Olympique de Marseille et le ministère du Tourisme ivoirien sont fiers d'annoncer un partenariat unique entre le club de l'Olympique de Marseille et Sublime Côte d'Ivoire pour les 3 prochaines années. Les détails de cette collaboration avec Patricia Omouetia. Sublime Côte d'Ivoire est la stratégie nationale de développement touristique. L'ambition est de faire de la Côte d'Ivoire l'une des 5 destinations principales d'Afrique. C'est dans ce cadre que le ministère du Tourisme et l'Olympique de Marseille sont heureux d'annoncer une collaboration pour faire rayonner la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Avec ses sites, ses parcs nationaux et ses réserves naturelles, la Côte d'Ivoire est l'un des plus beaux jardins d'Afrique de l'Ouest. Reconnue pour sa culture hospitalière, l'industrie touristique est en plein essor avec près de 2 millions de touristes recensés l'année dernière. L'Olympique de Marseille, qui entretient des liens avec notre pays, la Côte d'Ivoire, veut s'appuyer sur cette connexion historique pour participer au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ce partenariat, un match sera dédié à la promotion de la Côte d'Ivoire et de ses richesses culturelles. Le logo Sublime Côte d'Ivoire figurera sur le maillot de l'équipe professionnelle. C'est donc avec une grande fierté pour le président du club, Pablo Longoria, de renforcer ses liens à travers ce partenariat avec la Côte d'Ivoire. Et puis sachez également que la République de l'Inde, à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, a célébré récemment à Abidjan la Journée internationale du yoga, édition 2023. Cet événement vise à sensibiliser le public aux nombreux bénéfices que procure le yoga, à pratique physique, mentale et spirituelle, qui trouve son origine en Inde entre le 2e siècle et le 5e siècle. Jean-Marc Djeji. Une cinquantaine de citoyens indiens et ivoiriens en séance de méditation et d'exercice corporel.
Il recherche les qualités des 7 roues d'énergie, dénommées chakras. Nous sommes en pleine séquence de yoga. Cette discipline physique, l'une des 6 écoles orthodoxes de la philosophie indienne Astika, est célébrée par les yogis à l'occasion de la journée internationale de yoga. J'éprouve beaucoup de joie à voir que les Ivoiriens sont en train de connaître le yoga. Mais il y a le yoga aussi, méditation, pour nous unir avec l'énergie cosmique. Bien plus qu'une activité physique, le yoga cultive les moyens de maintenir une attitude équilibrée dans la vie selon les experts. Cette journée est initiée par l'ambassade de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, soutenue par le ministère des Sports. Le Premier ministre Narendra Modi est passé à l'étape supérieure en initiant une résolution au niveau des Nations Unies pour quand depuis 2014 le yoga, donc il y a une journée internationale du yoga, et ce qui permet donc à cette pratique-là de diffuser, de disséminer la paix. Les relations internationales entre la République fédérale de l'Inde et l'État de Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Donc il est tout à fait normal que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Sports, accompagne cette journée internationale du yoga. Le yoga est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2016. Il provient du sanskrit qui signifie unifié, symbolisant l'union du corps et de la conscience. Voilà de quoi réjouir le cœur de tous les adeptes de yoga. Dans l'actualité internationale, les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO devaient se retrouver ce samedi à Accra, au Ghana, pour travailler sur la réactivation et le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO au Niger. Notons que la réunion est finalement reportée pour des raisons techniques. Toujours dans l'actualité internationale, le feu continue de ravager l'archipel de Hawaï. Les dégâts sont importants et le bilan s'élève maintenant à au moins 80 morts, un chiffre qui va certainement augmenter selon le gouverneur de l'archipel. Parmi les zones les plus touchées, l'île de Marawi, la ville historique de Lahaina, a été quasiment détruite. Les zones les plus dévastées restent interdites d'accès car les équipes de secours poursuivent leur recherche dans les décombres et les ruines des maisons. Et au fur et à mesure qu'elles progressent, le bilan humain risque de s'alourdir étant donné que des centaines de personnes sont pour le moment toujours portées disparues selon les autorités. Et juste avant de refermer les pages de ce journal, rappelons que le pont de Cocody, le 5e pont d'Abidjan, a été inauguré ce samedi 12 août par le chef de l'État, Alassane Ouattara, long de 630 mètres. Il culmine à 108 mètres de hauteur. Il est baptisé pont Alassane Ouattara. Le chef de l'État a déclaré officiellement l'ouverture de ce pont à la circulation. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.